Je vous rejoins là-dessus. D'autant que j'ai été formé aussi avec Jacques Plumaker, ce qui est pour quand même une certaine rigueur, notamment méthodologique. Notamment, je vais vous partager encore 2-3 photos sur la première vous représente avec Jacques, qui est un compagnon de longue date. Oui, Hein. oui, oui. Vous parliez de la gerbe tout à l'heure. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre relation d'amitié, de votre rencontre Mais c'était grâce à Michel Grindorge. Quand je suis rentré des États-Unis, je cherchais un lieu où je pourrais faire un travail qui serait un travail de quartier. Et Michel Grindorge, je connaissais à l'époque La Gerbe et Plumakers. Et il m'avait dit, tiens, on va les rencontrer, voir un peu ce qui se passe. Et j'étais allé, c'était un centre d'action communautaire. Et donc, je travaillais là gratuitement en essayant de faire un travail de réseau, en essayant d'intervenir dans différentes situations, pas seulement avec des familles, mais avec les écoles, avec des contextes, etc. Et je dois dire que c'était tout le contexte de la Gerbe qui était un contexte remarquable, avec des personnes exceptionnelles qui étaient là, et qui étaient des gens qui faisaient de leur mieux pour travailler dans des contextes d'assez grande pauvreté, avec... C'était Scarbeck à Bruxelles. Pardon? C'était à Scarbeck à Bruxelles. La Scarbeck, effectivement. C'était avenue Louis Bertrand, je trouvais la Gerbe. Et donc je dirais que c'était toute une équipe remarquable. Et c'est avec cette équipe-là d'ailleurs que nous avons préparé, parce qu'à l'époque, quand j'ai voulu créer le réseau alternatif de la psychiatrie, j'avais le choix entre différents groupements bruxellois. Il y en avait 4 ou 5 qui se proposaient de m'aider à organiser cette rencontre. Et j'ai choisi la Gerbe parce que c'était un lieu d'intervention en réseau déjà avant la lettre. Et je me suis battu à l'époque pour qu'on puisse créer des centres de santé mentale en Belgique. Et la Gerbe est devenue ensuite un centre de santé mentale. Et je dirais donc que ce qui était intéressant là, c'est que nous avons pu faire toute une série de choses originales, d'autant plus que, je prends mon cas à l'époque, je faisais ça pour le plaisir, parce que je n'étais pas payé du tout, j'y allais quand j'avais envie, je faisais toute une série de choses passionnantes et qui m'enthousiasmaient, et j'étais entouré de gens remarquables. Et Jacques Plumaker, c'était, je dirais, le pilier de la Gerbe. C'était lui qui gérait toute une série de choses, aussi bien d'ordre organisationnel que financier ou autre. Et la Gerbe, en tout cas, m'a donné un substrat pour pouvoir mener une série de travaux qui ont enrichi ma pratique et qui ont enrichi ma pensée également. Plus tard, vous allez créer l'IEFSH, et avec Edith Golbeter et d'autres. C'est que j'ai créé l'Institut de la famille au début avec différentes personnes. Et à l'époque, Edith était aux États-Unis. Je ne sais pas si Jacques était au tout début. Je ne sais pas non plus. Je ne pense pas. Je pense qu'au début, on avait comme trésorière une dame qui s'appelait Madame Wolf ou un truc comme ça. Et j'avais créé ça avec ce qui était au tout début avec moi, c'était Geneviève Plateau, oui, qui, dans l'oncle, nous avait aidé en publiant les cahiers critiques de thérapie de pratique de réseau. Je me rappelle, j'étais allé avec Atari chez Desclés de Brouwer pour pouvoir commencer la revue, et soutenu par l'oncle Geneviève. Donc au début, il y avait Geneviève Plateau et d'autres personnes qui, depuis lors, ont disparu. Et c'est a posteriori, je crois, c'est après que Jacques est venu, qu'il a pris la place de trésorier de l'Institut, qu'Edith est venue, qu'elle s'est mise à jouer un rôle important dans la formation, que je crois qu'Alain Marteau était aussi au début. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est que l'équipe fondamentale de l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains, c'est effectivement Edith Golbeter, Jacques Plumakers, Alain Marteau et Geneviève Plateau. Et avec
avec une intention particulière de proposer une formation. Au tout début, pas. Au tout début, pas. Au tout début, ce qui se passait, c'était que moi, je formais ici. Et j'ai créé l'Institut pour créer les cahiers critiques et pour créer des rencontres. Et donc, au début, l'Institut fonctionnait uniquement sur des rencontres internationales très importantes, sur les cahiers critiques et des séminaires que nous donnions, des conférences qui se donnaient, etc. C'est quand, à un moment donné, que j'ai été absolument débordé dans mon enseignement. J'enseignais à Paris, j'enseignais à Genève, aux États-Unis, etc. Je ne pouvais plus enseigner à Bruxelles. Et là, j'ai proposé à Golbeter de prendre la relève et de former à Bruxelles. Et là, Edith a souhaité former alors à l'Institut. C'est à partir de ce moment-là que l'Institut est devenu un lieu de formation régulière, et pas seulement de conférences internationales, ou de conférences épisodiques, ou de publications, ou de recherche. C'est devenu à ce moment-là un institut de formation. Mais ceci, c'est grâce à Edith Golbeter, qui aurait très bien pu prendre mes étudiants, que je ne pouvais plus prendre et former de son côté, mais qui a préféré le faire au sein de l'Institut, comme d'ailleurs Edith, en second temps aussi, m'a soulagé énormément parce que c'est moi qui m'occupais complètement des cahiers critiques. Et aujourd'hui, tout en étant le directeur, c'est Edith Golbeter qui en est la responsable et a fait un travail remarquable. Il y a aussi, on ne peut pas ne pas en parler, l'EFTA, qui a aussi toute la dimension. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais créé ce réseau alternatif à la psychiatrie où se sont rencontrés toute une série de thérapeutes familiaux. Puisque pour nous, à l'époque, la thérapie familiale faisait partie de l'antipsychiatrie. Elle faisait la thérapie familiale dans la mesure où on disait que le problème de l'individu est lié à lui mais non réductible à lui, nous introduisait à une interrogation sur les contextes. Et à un moment donné, donc j'avais créé ce réseau en 1975 et je l'ai dirigé jusqu'en 81. En 81, j'ai passé le témoin à un monsieur remarquable de Trieste qui, mais les alizés ne portaient plus le mouvement déjà. Donc le mouvement s'est délité, pas à cause de mon successeur qui était un monsieur brillant, mais pas simplement, le temps n'était plus là. Et donc, ça duré entre 64 et 81. Mais moi, je suis resté extrêmement actif au niveau international. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était important de créer un réseau de thérapeutes familiaux. Donc j'ai d'abord créé un réseau international de thérapeutes familiaux et européens de thérapeutes familiaux. Ça s'appelait réseau Family Therapy Network. Et on se voyait, on réfléchissait ensemble, etc. Et ce n'est qu'en 90, quand j'ai senti que des lois allaient commencer à apparaître, que notre champ n'était plus uniquement un champ pionnier, mais commençait à devenir un champ reconnu, que j'ai décidé, avec des amis, après un congrès à Paris, qui a été organisé par le SECOF, de créer EFTA. Et donc EFTA s'est créé à ce moment-là, en 90, et à l'époque, je me rappelle, il y avait Andolfi qui s'était présenté à la présidence avec moi, bon, c'est moi qui ai été élu, et puis je suis resté, en fin de compte, le président d'EFTA pendant de longues années, parce qu'il a fallu ensuite faire en sorte d'unifier tout ce champ européen. Et au début, il y avait une certaine réticence des anglophones, qui étaient un peu gênés d'avoir une association qui s'est créée à partir essentiellement de latin, avec des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, Italiens, Français, Belges, Luxembourgeois, bien qu'on avait dès le départ avec nous aussi des Allemands, des Polonais, etc. Et puis, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir faire en sorte que l'unité se fasse. Et ceci a conforté, je veux dire, le fait que EFTA était uni. Tous les pays anglo-saxons, latins travaillaient de concert, et même aujourd'hui EFTA fonctionne remarquablement bien avec 3 chambres distinctes, la chambre des individus,
que Jacques Plumackers a longtemps présidé. EFTA SIM, oui. Oui, avec la Chambre des instituts de formation que je préside et avec la Chambre des associations nationales que différentes personnes ont présidé au fur et à mesure. Et ça fonctionne remarquablement. Et nous avons aujourd'hui une présidente exceptionnelle aussi, qui est une dame d'Allemagne de ex-Est, c'était de Leipzig, Maria Borska. Et donc le EFTA est devenu un succès réel. Avec aussi, dans un des aspects importants aussi, c'est la reconnaissance aussi des formations des thérapeutes familiaux européens. La reconnaissance EFTA, la reconnaissance des formations et des organismes de formation. Évidemment, à partir du moment où nous sommes constitués à la fois pour défendre les droits des patients et des thérapeutes familiaux au moment où les lois se faisaient, mais c'est constitué aussi pour faire en sorte qu'on puisse aider les différents pays à avoir des critères de formation convenables, à aider à tous les niveaux les recherches qui se mènent aussi bien au niveau des thérapies familiales qu'au niveau des formations. Par exemple, notre EFTATIC, qui est la Chambre des instituts, organise chaque année ou chaque 2 ans, chaque année, organise une rencontre pour les formateurs essentiellement, où ils échangent sur comment ils forment, sur les problèmes qu'ils posent dans la formation, etc. Et ceci est très très riche. Mais effectivement, un effort énorme a été fait à EFTA pour faire en sorte que nous puissions soutenir du mieux possible les différents instituts et les différents thérapeutes existants en leur offrant toute une série de critères qui peuvent les aider à fonctionner mieux. Je voudrais, tout doucement, pour conclure, terminer par une série de mots qui est en lien avec votre livre, mais sur les aspects, en lien avec justement l'art, la littérature, et j'aurais voulu d'abord vous nommer Kafka. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Kafka? Kafka, pour moi, est quelqu'un de fondamental, parce qu'il voyait le monde d'une manière très différente. Il y a des gens comme Francis Bacon dans la peinture ou Kafka dans la littérature qui sont des gens qui vous livrent une autre manière de voir le monde, qui vous enrichissent parce que brusquement vous découvrez une autre facette qui vous est proche mais que vous n'aviez qu'entrouvert sans eux. Et Kafka, qu'il s'agisse de la Métamorphose, qu'il s'agisse du Procès, qu'il s'agisse de différents ouvrages, fait bien sentir ce que c'est que, à la fois, ce qui est incompréhensible, ce qui est difficile même à envisager de la vie quotidienne, de la condition humaine. Il nous montre la condition humaine sous un regard tel qu'il nous livre quelque chose qui ne nous est pas facile d'appréhender spontanément. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était très très à l'écoute des humbles. Il était dans un contexte où il était étonné de la non-revendication de certains ouvriers qui avaient été blessés ou qui avaient des revendications à émettre. Il était quelqu'un qui était très proche de ceux qui souffraient d'une manière générale. Et lui-même était quelqu'un qui souffrait. Mais il nous livre, je parle de lui quand je parlerai d'un peintre, il nous livre une manière de sentir et de voir le monde différente de ce qui s'offre à nous automatiquement. Et ce faisant, il nous enrichit. Ce faisant, il nous donne une capacité de pouvoir élargir nos perceptions. Et être surpris aussi. Pardon? Être surpris aussi. Surpris, je dirais que je ne suis pas tellement surpris par ce qu'il décrit. Parce que justement, c'est ça qui me rend si proche, c'est que tu es très proche de ce qu'il décrit. Donc j'ai jamais été surpris. Et celui qui a été surpris, c'était Lévinas, quand il m'a vu à 14 ans lire le journal de Kafka et qu'il trouvait que j'étais trop jeune pour le lire. Alors que pour moi, ça semblait évident.
Mais j'ai jamais été surpris par Kafka. Comme j'ai jamais été surpris par Bacon. Ça m'a semblé toujours évident, la manière de lui montrer les choses. Évident n'empêche que je n'aurais pas été capable de le vivre de la même manière sans lui. C'est là où je dis que Kafka, comme Bacon, comme d'autres, nous aident à ouvrir des portes qui étaient jusqu'alors entrouvertes, où nous sentions des choses sans arriver complètement à les vivre. Et eux nous aident à pouvoir ouvrir ces portes que nous ne pouvions pas ouvrir tout seuls. Une autre personnalité, enfin un autre écrivain, Borges, Oui. vous faites à partir des nouvelles qu'il écrit un lien avec la musique jazz et une comparaison aussi avec ce que peut être la danse d'un thérapeute avec la... Vous voyez, Fred, moi, une des choses qui m'ont toujours gêné, c'est le fait de réduire un créateur, un écrivain, un peintre par une lecture psychologisante. Ça m'a toujours semblé un exercice très limitatif, très limitant. Imaginons que je décrive Kafka en décrivant le lacet de sa chaussure droite. Oui, je décris la tête à sa chaussure, c'est pas Kafka. Ce n'est que le lacet de sa chaussure droite. Et j'ai l'impression qu'un des problèmes, fréquemment quand on veut lire un ouvrage à travers un prisme psychologisant, c'est qu'on en réduit la richesse. Moi, j'ai pris parti inverse. J'ai voulu raconter comment la littérature m'a aidé à devenir thérapeute. Donc, je dirais, j'ai pris parti inverse qui est de dire comment est-ce que j'ai appris de la littérature des choses qui m'ont aidé dans ma pratique thérapeutique. Et effectivement, il y a tout un chapitre sur en quoi Proust, Borges, Bradbury ou d'autres m'ont aidé à voir le réel d'une manière telle qu'ils m'ont préparé, non seulement à être thérapeute, mais systémicien également. Merci, Dr Miguel Caïm. Je vais faire une petite pause. En tout cas, peut-être il y a un autre sujet ou une autre thématique que vous auriez voulu partager avec les internautes, comme on dit ou... Je crois que à chaque jour suffit sa tâche. En tout cas, très, très grand merci. Suffit sa peine. Comme voilà. Et ce sera avec plaisir que nous diffuserons donc cette interview sur le village systémique. Et encore un tout grand merci. Merci beaucoup.